Les androïdes posent un certain nombre de questions. La première question, c'est bien évidemment de savoir comment appréhender des artefacts qui sont doués d'agentivité, mais qui sont un peu plus que des objets, pas véritablement des accessoires, et ni complètement des personnes. Ce sont donc des artefacts qui bouleversent nos modes de catégorisation, et notamment la manière dont on définit une personne ou ce que certains appellent personnitude. Ce sont aussi des artefacts qui viennent interroger nos relations, les relations qu'on entretient avec l'ensemble des éléments de notre environnement, que sont les animaux, les objets, mais aussi des systèmes plus ou moins abstraits, des machines, etc., etc., et la manière dont on pense et on construit ces relations avec eux. Donc, si vous voulez, on s'est intéressé aux androïdes parce que, comme un certain nombre de pratiques qu'on a évoquées dans le cadre de ce séminaire, eh bien, les androïdes viennent remettre en question ou remettre en jeu, d'une certaine manière, la manière, enfin les appareillages en tout cas, avec lesquels on accède, on construit et on engage, on s'engage avec l'environnement qui nous entoure. Alors, pour aborder ces trois questions, on avait prévu 3 intervenants. Emmanuel Grimaud s'excuse parce que malheureusement il ne pourra pas venir ce matin. Donc nous aurons 2 interventions. L'intervention tout d'abord de Angelique Halim, qui est ingénieure en intelligence artificielle à SoftBank Robotics Europe et puis aussi à l'université de Kyoto. Et ensuite, France Cadet, qui est pour le coup beaucoup plus proche de nous, puisque France est une artiste qui vient d'Aix-en-Provence, de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Donc je vous laisse maintenant la parole. Nous aurons les 2 interventions qui se suivront. On vous suggère de garder les questions après la pause, où on aura une période d'1 heure à 1 heure et demie de discussion à bâton rompu avec les 2 intervenants. Merci. Moi, je travaille dans l'industrie. J'ai créé des robots de cette taille-là ou même encore plus petits. Et donc, cette conférence va être plutôt explicative de comment est-ce qu'on fait. Je vous fais passer derrière les coulisses pour découvrir ce que nous, on fait pour rendre un robot plus humain. Donc, je commence par un petit vidéo. Parce que les robots, au final, ils viennent un peu de notre imaginaire, de la science-fiction. Donc, je prends un petit clip d'un film qui est sorti il y a quelques ans. Ça vient du Disney. Donc, parce que je suis fan de Disney, je partage ça avec vous. Donc effectivement, depuis l'âge de Star Wars, comment vous dites en français Star Wars? Star Wars. Aussi Star Wars, d'accord. Et du coup, C3PO, Astro Boy, la science-fiction nous a promis des robots qui ont été gentils, qui nous aidaient, qui étaient nos compagnons. Et donc, c'est pour ce type de robot que je me tâche à avancer la technologie. Mais la question, c'est comment est-ce que nous, on commence à partir de cette collection de moteurs, de capteurs, de plastique et du métal, et on le transforme en quelque chose qui est capable d'interagir avec les humains dans le monde réel. Donc, comme le titre de cette conférence le suggère, on a besoin de créer et construire le cerveau d'un robot. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par cela? En fait, on va écrire du code pour faire en sorte que ça marche. Donc, voici le fil rouge pour notre présentation.
Voici quelques régions du cerveau humain. Et on va choisir quelques régions à découvrir ensemble et montrer le parallèle entre les robots et les humains. Donc commençons un peu par les bases. En école élémentaire, bien sûr, on a appris des 5 sens que nous avons comme humains. On a la vue. En fait, je ne connais pas les mots en français exactement. La vue, l'ouïe, c'est ça? L'odorat. Ok, merci. Le toucher et le goût. Et donc, on utilise ces capteurs pour comprendre le monde qui nous entoure. En même temps, nous avons des muscles qui nous permettent d'interagir et agir sur le monde. Et les robots aussi, ils sont assez similaires. Ils ont des capteurs, mais au lieu des oreilles, ils ont des microphones. Au lieu des yeux, ils ont des caméras. Ils ont des capteurs tactiles au lieu de la peau. Je ne connais pas les robots avec des capteurs de goût encore, mais ils ont des sens que nous n'avons pas comme humains. Par exemple, le sonar ou l'infrarouge, ou le Wi-Fi. Et en même temps, ils ont aussi des actuateurs. Au lieu des muscles, ils ont des servomoteurs qui permettent de bouger les joints. Ils ont des enceintes au lieu de bouches. Donc, d'où est-ce qu'intervient le cerveau dans tout ça? Eh bien, c'est là. Le cerveau de notre robot, il va prendre tout ce qui capte de le monde réel, le traite et décider comment est-ce que nous, ou le robot, va agir dans le monde. Donc, je vous propose de regarder en particulier des 5 zones du cerveau ici. On va regarder la proprioception, la région, le cortex visuel, tout ce qui est verbal, les mouvements et aussi un peu les émotions. Donc, commençons. Donc, la proprioception, qu'est-ce que cela veut dire? La manière dont le corps se déplace dans l'espace et qui nous permet de repérer dans l'espace sans réfléchir et sans penser. Exactement. Donc, notre sens interne de notre corps, effectivement, de savoir où sont nos bras et les jambes dans l'espace, mais aussi notre état interne, comme si on a faim, si on a soif, si on a une énergie trop basse. Et si jamais on s'endort sur notre bras, on a aussi eu cette sensation de perdre la proprioception dans notre bras, n'est-ce pas? Donc, d'où est-ce que notre cerveau capte cette information? En fait, la proprioception ne fait pas partie des 5 sens qu'on a vus tout à l'heure, mais il est tellement important. Je crois que peut-être parce qu'il est invisible, on n'y pense pas trop. Mais pour un robot, c'est très important et c'est très clair aussi comment on perçoit notre état interne de notre corps. Dans chaque joint, on a des capteurs, des encodeurs qui nous dit l'angle de notre bras, par exemple, à 180 degrés ou 90 degrés. Nous avons aussi ce qu'on appelle en français un centre inertiel qui contient des accéléromètres, des gyroscopes, un compas, qui ensemble fait des estimations de comment est-ce qu'on est orienté et comment est-ce qu'on bouge dans l'espace. Un peu comme le sentiment quand on est dans une voiture et on commence à s'accélérer. On a aussi des capteurs de température. Donc comment est-ce que cette information peut être utile même pour un robot? Je vais vous donner un exemple. Donc on est capable de savoir qu'on est tombé et on peut se relever, tout simplement. Et avec une bonne proprioception, on peut même faire de l'art avec notre corps. Donc voici Audric qui était un ingénieur à SoftBank Robotics comme moi-même, mais lui, il a une excellente proprioception.
Voilà. Et donc, la proprioception est très utile. Et je vous laisse avec un autre usage assez intéressant pour la proprioception. C'est encore un exemple de mon monde de Disney. Je suis désolée. So Mr. Kabuki was using ESP to attack you and Balloon Man. Voilà, j'adore cette petite scénette. Est-ce qu'un robot peut s'auto-guérir? Eh bien, je vais vous montrer un projet de recherche qui vient de l'Allemagne. Voici le bras d'éléphant à l'université de Bielefeld et un informaticien qui s'appelle Matthias Rolf. Donc, quand j'ai rendu visite à ce labo, Matthias m'a montré ce bras et il est spécial parce qu'il est actué par l'air, il est pneumatique. Il a 3 tubes qui parcourent la longueur du bras et en envoyant différentes pressions dans les 3 tubes, ça le permet à bouger d'un côté à l'autre. Alors, le logiciel que Matthias a créé est spécial parce qu'il traite un problème en particulier. Qu'est-ce qui se passe quand un tube se casse? Qu'est-ce qui se passe quand l'air commence à s'échapper d'un tube? En fait, dans la théorie de contrôle classique, on ne va plus du tout pouvoir bouger là où on veut. Tout le système est cassé. Et donc, comment est-ce qu'il attaque ce problème-là? En fait, il regarde un peu ce que les bébés font. Il a créé une méthode qu'il appelle motor babbling. C'est comme les bébés quand ils bougent les bras et les jambes pour un peu comprendre leur espace. Donc, il envoie plein de commandes au moteur et il voit comment les moteurs, ou ici les tubes pneumatiques, peuvent quand même faire les mouvements, même avec cette tube cassée. Donc, un exemple, c'est quand vous allez casser le bras, par exemple, comment est-ce que vous, avec votre corps, vos joints restants, vous arrivez quand même à attraper ce mug de Starbucks le matin, ou peut-être ici, plutôt juste un petit expression. Et donc, ce robot, il n'est pas capable de mettre du scotch sur soi-même, mais il est capable de s'auto-guérir ou au moins faire face à des problèmes comme ça. Et moi, je pense que c'est très, très cool. Donc, on a un robot qui a maintenant des capacités proprioceptives. Mais ces capteurs ne sont pas forcément très précis. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui êtes allés à cet endroit ici? Quand j'étais à Kyoto, au Japon, je faisais mes études à l'université de Kyoto, j'allais de temps en temps dans cet endroit. C'est le temple de Kiyomizu. Et c'est l'espace pour les amants, pour les amoureux. Et il est dit que si on se ferme les yeux et on est capable de traverser de ce rocher à celui au fond tout seul, avec les yeux fermés, on sera avec notre amant pour l'éternité. Voilà. J'espère que ce n'est pas vrai parce qu'il est très difficile de le faire. Des gens, ils iraient à droite, à gauche, aller dans d'autres terroristes qui prennent des photos. Bref, on est très mauvais à se diriger avec les yeux fermés. Et même les robots ont ce problème-là. On ne vit pas dans un monde virtuel, on vit dans un monde où le rocher ou la moquette est glissant, où on peut accumuler des petites erreurs, qui fait qu'on n'est pas où on pensait. Et donc, ce qui nous aide à justement surmonter ce problème est nos capacités visuelles. Donc, comment est-ce que la vision nous aide exactement? Je vais vous expliquer exactement les techniques qu'on utilise en informatique. Et c'est dans un champ de recherche qui s'appelle Computer Vision, donc la vision pour les ordinateurs ou pour les robots.
Je vais expliquer d'abord un concept qui s'appelle des features ou des caractéristiques en français. La première étape, c'est à partir de l'image, il faut extraire des caractéristiques. Alors ces caractéristiques sont des petits croix en rouge dans cette photo-là. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est très glamour, c'est un coin, c'est tout. En fait, les coins sont très utiles pour les robots parce qu'il s'agit juste d'extraire toutes les arrêts, edges, les arêtes d'une image, ensuite chercher là où ils se croisent. Et donc on aura des arrêts et on peut scanner toute l'image et chercher tous les arrêts pour trouver nos caractéristiques. Donc je vous fais un petit exemple. Est-ce que cette image à gauche a des caractéristiques? Oui, on a plein de coins dans cette chaise-là. Oups. Alors, Tim Hortons, voilà un petit peu de culture canadienne, et notre Starbucks au Canada. Donc, dans ce logo, est-ce qu'il y a des caractéristiques? Oui, certainement. Par exemple, dans le thé, on voit quelques coins. Par contre, celui en bas ici, c'est rigolo parce que ce cible serait un très mauvais cible pour un robot, car il ne contient pas aucune caractéristique. Donc, comment est-ce que ça nous aide en tant que robot? Un robot, il cherche ses caractéristiques et quand il avance, il essaie de les garder toujours dans le même endroit. C'est un peu comme quand on conduit, on essaie toujours de garder notre but dans le même endroit dans l'espace, dans notre champ visuel. Donc, par exemple, si on bouge un peu à droite, donc si on avance et la caractéristique bouge à droite, on essaie de compenser en allant un peu à gauche. Et donc, on appelle ça le visual surveying en anglais. Et sur des robots, ça ressemble à ça. Wow, what is that thing lying on the ground? Donc voici notre cible avec quelques points caractéristiques. Qui laisse now atteindre son but. Malheureusement, ça veut dire que si votre amant est dans un dessert, ce serait très difficile de les retrouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de coins ni de caractéristiques visibles. Donc on serait probablement très perdu, un peu comme C3PO. Et donc, j'enchaîne sur ces images très rigolos. Je les adore. Ce sont des visages dans des trucs. Donc, comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on est capable de voir des visages dans des choses qui ne sont pas des visages? Je pense que la robotique nous donne une sorte de réponse à cette question. Parce que si on considère qu'un visage est une collection de caractéristiques, ça ressemblait un peu à ça. En fait, dans la reconnaissance d'objets, dans les programmes de reconnaissance d'objets, on extrait d'abord les caractéristiques et on essaie de matcher des templates d'un à l'autre pour dire que oui, effectivement, c'est un éléphant, même si on voit que des petits points éparpillés partout. Et on peut voir la même chose dans ces fameux portraits de comment est-ce qu'on dit bulls en français? Des taureaux? Des taureaux de Picasso. Parce que si on les regarde, oui, ils sont tous des taureaux ou des bœufs. Mais on est capable de les réduire à quelque chose de très essentiel, à une configuration de certaines caractéristiques qui nous aident à comprendre qu'est-ce que c'est de généraliser d'un visage dans des trucs. Donc peut-être ça nous permet à chercher l'essence ou des sens cachés dans l'art.
Et sur le visuel, j'aimerais finir sur la reconnaissance de... je vous montre une vidéo assez rigolo des chercheurs de Stanford. C'est notre robot de rêve. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est un robot qui nettoie la maison. Et on dit, waouh, c'est bon, c'est fini, on a gagné, on a terminé. Les robots qui nettoient la maison sont là. Mais il y a un petit truc. En fait, le petit secret, c'est que ce robot a été contrôlé par un humain. Et l'équipe à Stanford a fait cette vidéo pour démontrer quelque chose. C'est qu'au niveau d'hardware, c'est bon, on a ce qu'il faut. Mais ce qui manque, c'est le cerveau, c'est les programmes qui permettent à comprendre le monde et contrôler les robots. Donc c'est là où on doit faire des avancées. Et une raison pour laquelle il y a tellement de difficultés à nettoyer juste la maison, c'est parce qu'on a tellement de configurations possibles que si on voulait détecter un canapé de cet angle ou un autre angle, ensuite on le multiplie par tous les types de canapés ou chaises dans le monde vendus par Ikea ou d'autres, le robot il serait contraint à savoir est-ce que ça c'est un canapé, ça c'est un canapé, ça aussi de ce côté-là. Est-ce que ça c'est une chaise? Alors c'est un problème très difficile, mais en fait les robots ils ont quelque chose que les algorithmes sur Internet n'ont pas. Ils ont des bras, ils ont des corps, et il y a un chercheur qui s'appelle Hiroshi Ishiguro, donc c'est lui le fameux chercheur au Japon qui crée des géminoïdes, des robots qui ressemblent, des androïdes qui ressemblent à des humains. Et la raison pour laquelle il a changé de sa recherche en computer vision à la robotique, c'est parce qu'il dit la meilleure manière de savoir que c'est une chaise, c'est d'utiliser son corps et de s'asseoir dessus. Voilà. Bien sûr, l'autre manière de savoir que c'est une chaise, c'est de poser la question à quelqu'un. Et donc, je vous présente le robot sur lequel je travaille, c'est Pepper. C'est un des robots qu'on vend par des milliers au Japon. On commence des expérimentations ici en France et en Europe. Mais il est surtout connu pour ses capacités de conversation. Donc, quand il reconnaît un visage, un peu comme on a vu tout à l'heure, il commence à leur parler. Ou elle. En France, on dit que c'est plutôt une fille. Mais les mots qu'un robot utilise peuvent changer complètement comment on est perçu, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que les robots devraient parler? En fait, une chercheuse à Carnegie Mellon University aux États-Unis qui s'appelle Sarah Keisler a fait des expérimentations assez fascinantes avec ce scénario ici, avec un robot qui aide un humain à cuisiner des cupcakes. Et la chose difficile, c'est comment est-ce qu'on a un robot qui nous aide à donner des instructions sans qu'il soit comme un robot qui ordonne. Comment est-ce qu'on peut rendre les robots plus polis? Donc, pas forcément juste faire ça, faire ça, faire ça. Et la réponse, ça a du sens en anglais, c'est des hedges, des haies. En fait, en anglais, je vous explique. Je vous donne un exemple de cette instruction. Donc, le mélange devrait être lisse et fluffy. The color will get lighter too. Et en anglais, on a certains mots qui s'appellent des hedges, comme je pense, probablement, un petit peu, peut-être. Et donc, ils ont essayé de changer le script du robot pour que le robot commence à rajouter ce type de mots dans ses discours. Ça aussi, par exemple, eh bien, alors, essentiellement. Et donc, avec ces types de
discours modifiés. Ils ont montré à 75 personnes des vidéos avec un robot qui utilisait juste des instructions brutes ou le robot qui donnait cette aide avec des hedges et des marqueurs de discours. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Le robot qui a rajouté ces mots supplémentaires, peut-être inutiles, a été considéré comme plus poli, il était plus aimé et moins contrôleur. Et donc peut-être pour un peu s'éloigner de cette idée des robots qui vont nous contrôler, prendre le contrôle du monde, peut-être il s'agit juste d'un rajout de quelques mots. Et un résultat assez intéressant, ils ont fait aussi cette étude avec des humains qui changeaient leurs paroles, et ça marche aussi avec les humains. Et étonnamment, encore plus chez les hommes. Donc on avait encore plus de résultats, moins contrôleurs, plus gentils en rajoutant ces mots, voilà, apparemment. Donc, on a un robot qui peut danser, qui peut se relever quand il tombe, un robot qui peut reconnaître les visages et même parler poliment. Mais maintenant, on a certains challenges quand le robot est en face d'un humain. Donc, comment est-ce qu'on gère cette interaction très difficile avec un humain? On sait que les robots peuvent faire des mouvements utiles, mais quand on est dans une conversation, on bouge beaucoup sans forcément se rendre compte. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo et j'aimerais bien que vous cherchiez, essayez de chercher la capacité qu'on doit donner à notre robot. Ensuite. Sure. Actually, I had a similar experience to that during my internship during the summer of 2010 with UBS Investment Bank. I was working in their global healthcare group, and really one of the first type of tasks that we had was working with one of our major clients on a merger. Donc, quelle est la capacité que vous... Oui, ça roule. Quel est le mouvement qui nous intéresse ici, éventuellement? Le regard. Exactement. Donc, en particulier, ce qu'on appelle le gaze aversion, donc c'est quand on ne regarde pas la personne en face de nous. Les robots sont très... on les a conçus pour bien chercher les visages et les fixer. On est capable de les fixer comme ça. Mais au final, ce n'est pas forcément très confortable d'être toujours fixé par un robot. Et en fait, petite histoire, quand j'ai rencontré un robot un peu de cette taille pour la première fois, on m'a dit, OK, vous dites bonjour et il va venir vous saluer. Donc je fais bonjour et il vient vers moi, direct. Et moi j'ai sauté, j'ai eu tellement peur parce que il n'avait pas les comportements un peu inconscients qui me rendaient à l'aise. Donc, il y a eu une étude dans le labo de Bilge et Mutlu aux États-Unis. Ils ont observé des binômes faire des entretiens et ils ont traqué aussi, regardé où sont leurs regards à travers cette conversation. Ils ont trouvé que, par exemple, quand on parle, du moins aux États-Unis, on regarde l'autre personne seulement 40% du temps. Quand on écoute, c'est plutôt vers 70%. C'est pas 100%. Et donc, voici où on regarde et pourquoi. Par exemple, en vert, on a quelque chose qui s'appelle intimacy regulation. Donc, c'est justement comment est-ce qu'on on rend l'autre personne plus confortable. Par exemple, ici, on voit qu'on regarde de côté ou en bas. On a aussi d'autres raisons pour regarder ailleurs. On regarde plutôt en haut quand on réfléchit et plutôt en haut pour la partie grise, en bas ou sur les côtés pour ce qu'on appelle le floor management, c'est la prise de parole. Un petit exemple ici. With UBS Investment Bank. I was working in their global healthcare group. Donc, il dit, il fait sa première phrase ici, et quand il fait sa première phrase,
et il essaie de le garder en regardant ailleurs, et il garde la parole après cette gaze aversion. Donc c'est une manière de garder la parole chez moi, et peut-être vous allez observer maintenant dans vos conversations la personne qui arrive à toujours peut-être avoir la parole dans la conversation, peut-être il va regarder de droite à gauche pour ne pas perdre la prise de parole. Donc bien sûr, ils ont implémenté ces gaze aversions dans un robot. Ils ont trouvé que ce robot avait l'air plus penseur, pouvait mieux gérer cette prise de parole, et les personnes lui a donné plus de temps à réfléchir, entre guillemets, avant de l'interrompre. Tout ça pour dire que, je pense que ça c'est... Alors, ce que ça dit ici, « His path planning may be suboptimal, but at least it's got flair ». Donc, ce n'est pas optimal son chemin, mais au moins, c'est stylé. C'est ça que je veux dire par tous ces mouvements supplémentaires sont utiles au final. Et pour finir, j'aimerais basculer sur les émotions. Si vous avez regardé WALL-E. Alors WALL-E, j'adore les 15 premières minutes parce que c'est un scénario qui est complètement non-verbal. Il n'y a pas un mot, mais on comprend, c'est très puissant au niveau des mouvements et l'histoire. Et les émotions sont importantes même dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Par exemple, la différence entre « je vais rentrer tôt aujourd'hui » et « ah » ou « je vais rentrer tôt aujourd'hui » et « ah ». Il y a un autre sens complètement différent. C'est d'exemples ici, juste en rajoutant une émotion. Et en fait, il y a pas mal des robots qu'on aime bien qui expriment des émotions. Quelques exemples. Voilà, la peur. Donc moi, je pense que ce n'est pas forcément juste un nice to have, l'expression des émotions, mais essentiel. Voici pourquoi. Je vous laisse écouter ce clip de 2001 Space Odyssey et cherchez peut-être pourquoi est-ce que cette phrase a l'air tellement déconcertant. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je refais. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Donc, pourquoi est-ce que cette phrase est tellement déconcertante? Alors, dans ma propre recherche, j'explore des émotions dans la voix, dans le mouvement et dans la musique. Je suis musicienne, je joue de la flûte traversière, j'adore la musique. Et on essaie de comprendre exactement les facteurs qui changent l'émotion, par exemple dans la voix. Donc, je vous fais écouter quelques extraits des phrases en allemand, mais avec différentes émotions. Heute Abend könnte ich es ihm sagen. Heute Abend könnte ich es ihm sagen. Donc, c'est la joie. Heute Abend könnte ich's ihm sagen. Heute Abend könnte ich es ihm sagen. Colère. Heute Abend könnte ich es ihm sagen. Heute Abend könnte ich's ihm sagen. Voilà, la peur. Et on voit comment ces paramètres changent suivant l'émotion. Donc, on a par exemple la peur qui est très rapide, très irrégulier au niveau de la timbre de la voix, un peu comme ça et pas comme ça. Heute Abend könnte ich es ihm sagen. Heute Abend könnte ich es ihm sagen. Et quelque chose qui est est moins rapide, moins intense, mais plus régulier. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Essayons de analyser la voix de Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Donc, on a quelque chose qui est plutôt lent, pas très intense, mais
pour la partie la hauteur des tons, on a quelque chose qui est assez grand. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. N'est-ce pas? Donc on est plutôt soit dans, je pense, en ces deux cas-là. Et happy enjoyment, c'est quelque chose qu'on peut-être on réfléchit pas trop. C'est par exemple, oh j'adore les ananas. Oh, j'adore les ananas. C'est de la contentment, n'est-ce pas? Et donc, ce que moi je pense, c'est que quand Hal dit I'm sorry, ben en fait, dans la manière qu'il parle, on dit qu'il n'est pas triste du tout. En fait, il est très content. Et je pense que c'est aussi pourquoi on est frustré souvent avec nos machines. Je ne sais pas, ici en France, si vous appelez parfois des services en téléphonique, oh, je suis désolée, je n'ai pas compris votre phrase. Est-ce que vous voulez un agent? Donc, il faut absolument qu'on pense à bien, au moins à penser à les émotions qu'on donne à nos robots et notre technologie. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Voilà. Donc, c'est un but personnel pour moi de créer la technologie et des robots avec cette intelligence émotionnelle. Donc, je finis avec cette phrase ici de Richard Feynman, qui est un physiciste. What I cannot create, I do not understand. Et je pense que ce qu'il veut dire par cela, c'est que dans le processus de création, ou, par exemple dans les robots où on essaie de recréer au final un miroir de l'homme, on commence à mieux comprendre l'humain aussi. On doit le faire, on doit essayer de nous comprendre pour le recréer chez l'homme. Et c'est ce que j'adore chez la robotique. Au final, j'ai l'impression de faire de la philosophie ou un peu de biologie, un peu l'étude de l'humain pour recréer des robots. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler. Donc j'ai sélectionné. Donc je suis artiste en fait. Donc je suis pas du tout ingénieure, hein, contrairement à Angelica. Donc je suis une artiste un petit peu de l'hybridation, on pourrait dire, par contre, parce que je viens d'un parcours scientifique avant de me tourner vers une école d'art. Donc de l'hybridation un petit peu art-science et vivant et artificiel. Donc j'enseigne également à l'école d'art d'Aix-en-Provence où on a un atelier robotique depuis pratiquement 25 ans maintenant. Et puis j'ai également enseigné à Chicago. Mais c'est toujours des lieux en fait où l'art et la science étaient liés. Donc c'est quelque chose de complètement naturel pour moi. Donc ça c'est un petit peu les vues d'atelier. Donc ça peut peut-être un petit peu ressembler à des ateliers d'électronique avec par exemple on avait un distributeur de composants électroniques. Donc c'était assez marrant. Mais bon voilà, donc c'était naturel pour nous dans une école d'art d'avoir ce genre de dispositif. Voilà. Donc j'ouvre pas mal de petits robots ou de petits jouets que je détourne. Donc ça c'est des stages qu'on a fait à l'école d'art. Mais dans une grande partie de mon travail, en fait, j'utilise un robot chien que j'essaie donc de dresser. Alors j'ai essayé différentes techniques qui n'ont pas vraiment fonctionné. Du coup, en fait, je les ai ouverts et j'ai dû complètement les pirater et les reprogrammer. Donc c'est finalement à coup de code informatique et de fer à souder que je suis arrivée à leur faire faire ce que je voulais. Alors en fait, donc je vous montrerai un petit peu ce que je fais avec ces petits robots chiens. Ce qui m'a intéressé au début, c'était vraiment en fait que ce soit un chien, c'est-à-dire c'est un animal, c'est l'animal le plus transformé par l'homme. Pas le plus anciennement domestiqué, mais en tout cas celui qui a le plus subi la transformation de l'homme. Donc au départ, je me servais de ce robot chien un petit peu uniquement comme support pour incarner des histoires de relations homme-animal ou de l'exploitation de l'animal par l'homme. Et ensuite, je me suis intéressée plus à lui pour ses qualités intrinsèques de machine artificielle. Alors, le petit robot que j'utilise, c'est le petit robot Silverlit
Donc c'est ICB, c'est pas celui de Sony, celui que peut-être vous avez le plus vu dans les médias. Et c'est pour ça que je suis réellement obligée de le pirater et de modifier l'électronique, c'est qu'il n'est pas prévu pour être reprogrammé. Alors je pourrais utiliser celui de Sony, qui est beaucoup plus pratique, qui est livré avec des logiciels de programmation, mais il est beaucoup plus cher, à peu près 10 fois plus que celui que j'utilise. Donc vu que j'en utilise beaucoup dans mes installations, pour des raisons pratiques, je modifie et donc j'opère réellement mes petits robots chiens. Alors ça m'a valu de longues heures de programmation pour arriver à essayer de faire bouger tel moteur, de savoir dans quel sens chaque moteur bougeait. Donc ça c'est un petit peu les capacités du robot chien. Alors il a quand même des capteurs de reconnaissance vocale, mais il peut par exemple enregistrer uniquement 8 mots, alors que Sony, le dernier, je crois qu'il en était à 80, ou je ne sais pas exactement, mais donc on n'est pas du tout sur les mêmes rapports. Mais bon, il a quand même des petits capteurs qui lui permettent de connaître sa position dans l'espace, donc des retours pour savoir les positions des pattes, donc par exemple ce qu'on pourrait appeler la proprioception, même si c'est relativement limité. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'en fais. Donc la première installation vraiment où j'ai commencé à pirater ces robots date de 2004. Donc c'était Doglab One. Donc j'avais réalisé 7 petits robots chiens hybrides qui étaient présentés comme ça sur des podiums, un petit peu à mi-chemin entre le podium muséal et l'espace d'expérimentation. Et chacun avait un comportement particulier. Donc c'était des petits robots hybrides qui avaient un nom et donc une origine génétique. Ils avaient toujours minimum 50% de chiens, mais je les mixais avec d'autres animaux. Donc avec la vache, etc. Je vais vous passer en détail les petits robots chiens. Ils étaient accompagnés d'une fiche signalétique qui décrivait leurs caractéristiques principales et donnait un petit peu les clés de lecture aux visiteurs. Donc les mélanges que je faisais étaient arbitraires, mais étaient basés sur des faits réels et des expérimentations réelles. Donc le premier, par exemple, c'était Copycat. Donc lui, il mixait donc le chien et le chat, qui sont un petit peu les deux animaux familiers que les humains peuvent avoir. Donc il avait un côté un petit peu parfait. Il mixait le côté affectueux du chien, mais autonome et propre du chat. Donc ça semblait être le petit animal de compagnie idéal. Donc voilà, il faisait sa toilette. Je vais vous montrer un petit extrait. Mais le tableau s'assombrit quand on sait que Copycat, c'est le nom du premier chat qui a été cloné aux États-Unis, donc en 2001, par une firme texane qui faisait de la recherche fondamentale, mais qui s'est, entre guillemets, fourvoyée à faire du clonage commercial pour financer ses recherches. Donc c'était un petit peu ça que je voulais mettre en avant. C'est un petit peu toujours les dérives des technologies et de l'exploitation commerciale. Du coup, moyennant dollars, on pouvait mener son animal de compagnie qui était mourant ou qui était déjà mort, et on pouvait avoir un clone, qui du coup avait le même pelage, mais qui était un animal nouveau et qui plus est bébé. Donc il y avait cette notion de recherche de... Alors je vais vous montrer un petit extrait. Donc à la base, j'ai pas ce son, j'ai aussi modifié les sons. Alors, je suis quand même limitée par le robot chien, il ne peut pas vraiment sauter, il ne peut pas vraiment courir. Cet animal hybride est le mélange parfait entre deux races d'animaux de compagnie, une canine et une féline. C'est un petit chat très propre, il fait sa toilette. Donc j'ai essayé de récupérer les comportements caractéristiques du chat de telle façon que justement le public puisse une projection anthropomorphique en fait, et qu'on puisse le trouver mignon ou attendrissant.
Alors, ça c'est un... Donc c'était Silverlit, c'est vendu comme un chien, mais en fait ils l'ont copié sur Aibo, donc Aibo de Sony, sur la deuxième version de Aibo. Le premier c'était un chien, et le deuxième, Aibo, Cette nouvelle espèce réunit l'indépendance et la propreté du chat, ainsi que le côté joueur et affectueux du chien. L'animal de compagnie universel est né. Donc celui-ci déjà à la base, je voulais juste rajouter les moustaches là, il est déjà assez hybride entre un chien et un chat, donc c'est ça que je trouvais intéressant. Et voilà, du coup, là, je l'ai reprogrammé pour qu'il rêve. Après le clonage du premier chat CC en décembre 2001 par des chercheurs de l'université texane A&M, il est maintenant possible d'obtenir des espèces à la carte avec les caractéristiques voulues, ainsi que celles de votre cher compagnon disparu. Voilà, donc le deuxième robot, c'est Dolly. Donc Dolly comme la première brebis qu'on a clonée. Hein. Donc lui, il a un pourcentage de brebis, vaches et moutons. Donc en fait, c'est un très mauvais mélange parce qu'il mixe tous les problèmes des ovins et bovins dans l'élevage intensif. Donc il illustre un petit peu l'exploitation agroalimentaire des animaux. Alors on a un petit robot chien avec des petites cornes. Et donc Dolly, la première brebis qu'on a clonée, est morte en fait de mort prématurée. Voilà, et donc, comme il a un pourcentage de moutons aussi, il a en fait la maladie de la vache folle. Donc la maladie de la vache folle qui a aussi sauté sur les moutons, qui était donc la tremblante du mouton. Donc c'est un très mauvais mélange. Je vais vous montrer. Depuis le clonage du premier mammifère en 1996, la brebis Dolly, les ovins, bovins et autres bétails n'ont cessé de rencontrer des difficultés quant à leur clonage. ESB, encéphalopathie spongiforme bovine, progéria, vieillissement prématuré, taille anormale et pathologies diverses. Cette espèce vise à remédier à tous les effets délétères du clonage et de l'altération de l'ADN. Donc ensuite, il y a un robot qui s'appelle GFP Puppy, en référence à GFP Bunny, en fait. C'est un... Donc alors, il a un petit peu de Green Fluorescent Protein. C'est une protéine d'une méduse qui vit dans les profondeurs. Et donc, en ajoutant le gène codant de cette protéine, on est capable de rendre phosphorescent pas n'importe quel, mais des organismes ou des êtres vivants. Donc c'est une technique qui est largement utilisée en biologie pour marquer les cellules, pour voir si un transfert a eu lieu Donc c'est une technique qui n'altère pas l'être vivant, mais par contre, donc, il y a des artistes, notamment Eduardo Kac, qui a réalisé un lapin phosphorescent. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que dès qu'un artiste s'empare de ces biotechnologies, en fait, les organismes d'éthique ont crié au scandale et ont dit est-ce qu'un artiste a le droit de manipuler le vivant alors que ce genre de choses se faisait dans des laboratoires.
Et donc l'idée, c'était de soulever la question de ces biotechnologies utilisées par les artistes. Donc son projet, c'était de faire un chien, hein, le projet Canine. Donc il a travaillé avec l'INRA et il y a eu des manifestations devant chez lui, libérer le lapin. L'idée, c'était qu'en fait, il accueille le lapin chez lui et de voir comment un artefact modifié par l'homme pouvait après avoir une vie sociale. Donc ça, c'est des animaux fluorescents qui existent et qui sont commercialisés. Donc ça, c'est des expériences sur une souris ou des porcs. Donc on a fait pas mal d'animaux fluorescents comme ça. Donc, je vais vous montrer un petit extrait. Cet animal a toutes les caractéristiques normales du chien, mais il a un pelage phosphorescent. Ce résultat étonnant a été obtenu par transfert dans le génome de l'animal du gène codant de la GFP, l'urine fluorescente protéine, présente à l'état naturel chez la méduse et communément utilisée pour marquer les cellules. Après la souris et le célèbre lapin Alba d'Eduardo Kac, GFP Puppy marque le début de l'ère du clonage d'animaux d'ordre supérieur. Donc celui d'après, c'est Xenodoc, donc il a un pourcentage de chiens et de porcs. Il s'appelle Xenodoc par rapport aux xénotransplantations, c'est-à-dire aux transplantations d'une partie de cellules ou d'organes sur une autre cellule ou un autre organe. Et en l'occurrence, on utilise beaucoup le porc comme réserve d'organes, notamment pour, à l'heure actuelle, on greffe déjà des cornets de porc, les valves de cœur viennent du porc, le foie est à l'essai. Donc on utilise, voilà, là c'est pour dénoncer un petit peu l'animal comme réserve d'organes. Donc on a un petit porc qui est socialement bien adapté, un petit porc de compagnie, mais qui est complètement compatible avec l'humain. Donc il a aussi une partie de souris nude, c'est une souris qui n'a pas de poils et qui a une immunologie très basse, qu'on utilise beaucoup en biologie, parce qu'on peut faire des greffes sans rejet. Voilà, donc là c'est l'idée un petit peu de savoir si on veut à tout moment tuer son animal de compagnie pour récupérer un organe, soit pour soi-même ou soit pour un autre animal de la famille. Alors, donc il a juste un petit comportement de cochon, hein, mais... Le porc, qui se révèle être le mammifère le plus immunocompatible avec l'homme, a quasiment le monopole des xénogreffes. Ces nombreuses races de petite taille en font également un animal familier par excellence, discret et très affectueux. Ajoutez à cela le gène caractéristique de la souris nude de laboratoire, cette nouvelle espèce réunit tous ses avantages. Bon voilà, je ne vais pas vous montrer tout là. Donc ensuite on en a un qui s'appelle Jelly Doggy, qui a de la méduse et du caméléon. Alors lui, en fait, il a c'est plus pour illustrer ces nouvelles espèces que l'homme a créées, qui ne sont pas vraiment adaptées à notre monde. Par exemple, les chiens sont tellement transformés qu'ils ne sont plus du tout adaptés à une vie sauvage. Donc là, on a un animal qui est croisé avec du caméléon. Et du coup, il a juste un petit comportement assez ridicule. Il essaie de se déplacer en fait en nageant. Donc il a des réminiscences de comportement aquatique. Je vais vous montrer juste un extrait. Le génome de cet animal a été enrichi avec le gène codant d'un hydrozoaire de la famille des méduses, ainsi que celui des pigments chromatophores du caméléon, qui sont à l'origine de son mimétisme étonnant avec son environnement.
Cette manipulation lui confère une grande souplesse et adaptation à la vie aquatique, ainsi qu'une grande homochromie. Voilà. Ensuite, il y a Schizodog. Donc, lui, donc, vous voyez qu'il y a un côté agressif et un côté gentil. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, c'était plus pour illustrer les problèmes plus psychologiques à ce moment-là, la due à la société. Donc, le bien, le mal. Et il essaie tout le temps de se mettre d'accord avec lui-même et sur la direction à prendre ou le comportement à adopter. Et il a un peu de mal. Bon, après, ça faisait aussi référence à des expériences en Russie où on a greffé une deuxième tête de chien sur un autre chien, en fait. Donc, on a fait une dérivation. Puis sur l'idée du cerbère, en fait, à plusieurs têtes. Voilà, donc il y a quelques petites références comme ça. Et le dernier, en fait, c'est Flying Pig. Donc, lui, il a des oreilles humaines sur le dos, en guise d'aile. Donc, je suis partie de cette expression « if pig could fly », à ce moment-là, tout serait possible. Mais ça fait référence à notamment cette expérimentation où on a greffé une oreille humaine sur une petite souris nude, justement, qui est compatible avec l'humain. Donc à la base, l'idée c'était pour une personne qui aurait perdu son oreille dans un accident ou une malformation. On fabrique une structure en polymère avec ses propres cartilages et ses cultures de cellules. Et ensuite on greffe cette oreille sur une souris qui est génétiquement modifiée pour être compatible avec l'humain afin qu'elle fasse pousser de la peau. Et ensuite, on la récupère et on la greffe sur l'humain. Alors bon, il y a des problèmes de stabilité de cartilage, mais en tout cas, c'est des expériences qui existent. Donc cette image a fait un peu le tour du monde et c'est vrai que ça paraît assez effrayant. Mais en même temps, on va dire que ça peut être acceptable parce que c'est pour venir en aide à quelqu'un, quoi. Donc ça fait référence également à Stellark. Donc cet artiste australien qui a un projet de troisième oreille. Donc au départ, son projet c'était de se la faire greffer sur le visage. Ça c'est les premiers essais avec ces cartilages à l'échelle 1/4. Et donc ça c'est Stellark actuellement, avec sa troisième oreille en fait, qui est équipée d'un micro et d'un Bluetooth. Et on est capable de se connecter à Internet et d'entendre ce que sa troisième oreille entend. Et il peut aussi parler à sa troisième oreille. Voilà, donc parfois, les artistes développent des choses bien plus effrayantes que dans les laboratoires de recherche. Et voilà, donc il y avait aussi une petite référence à un projet Symbiotica, toujours des Australiens qui sont bien loin dans la campagne et qui peuvent faire des recherches en biotechnologie sans attirer trop les foudres des comités éthiques, qui ont fait pousser justement cette fois en laboratoire des ailes de cochon. Non pas regreffées sur le cochon, mais voilà. Donc finalement, mon petit robot chien est bien moins effrayant que cette souris avec ses oreilles sur. Alors du coup, après, j'ai gardé cette idée de cette Dolly qui est devenue un peu l'animal fétiche, puisqu'il représentait vraiment l'animal modifié, utilisé dans les laboratoires de recherche et aussi dans l'agroalimentation. Et le fait que les gens en fait souriaient parfois quand Dolly mourait,
Ça a inspiré plus de l'amusement. J'ai du coup ensuite créé une installation où il y avait 30 robots identiques. Donc ça pouvait un petit peu évoquer l'idée que c'était des clones. Ils avaient le même pelage. Mais à ce moment-là, ils étaient un peu sortis du laboratoire. Je les avais remis dans une sorte de pré artificiel. Et on avait un troupeau entier, une meute en fait donc de Dolly. Et c'était j'avais voulu quelque chose d'un petit peu plus effrayant que quand Dolly mourait sur son pauvre podium et que les gens essayaient des fois de la relever. Mais j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus effrayant. Donc là, c'était présenté comme une performance. Donc chacun avait un comportement autonome. Et puis au fur et à mesure que les symptômes pathologiques de l'ESB apparaissaient, envahissaient le troupeau, les robots se mettaient à se synchroniser. Donc ils commençaient à trembler tous en même temps. Et en fait, à la fin, ils mouraient tous en même temps. Donc c'était un petit peu plus effrayant. Et voilà, donc la réaction des gens m'avait amené à modifier mes installations. Donc ça, c'est parce que j'ai dû du coup les modifier aussi physiquement, parce qu'ils ne sont pas équipés de Wi-Fi. Ce que je vous disais, c'est pas celui de Sony qui est quand même très performant. Donc je les avais d'abord équipés de radio, et puis finalement de modules Wi-Fi intégrés dans la carapace. Voilà, puis ça c'était la réalisation en chaîne de ces robots. Dans mon travail, il y a vraiment un rapport aussi à l'idée de la série et de chaque individu comme élément en fait un peu d'une meute en fait. Donc il y a cette idée-là. Et ça c'était marrant. Donc j'étais en résidence à Bristol dans un laboratoire de recherche fondamentale où ils font des recherches très très sérieuses. Et j'étais la seule artiste femme invitée. Et c'était la période de la vache folle où la France a boycotté la viande anglaise. Du coup, on était assez mal vus. Et donc, il y avait eu des manifestations contre moi, en fait. C'est passé à la BBC, tout ça. Et donc, il y avait les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre. Et ils pensaient que je me moquais d'eux. Alors qu'en fait, l'idée, c'était plus de soulever les problèmes et de parler de ces problèmes-là. Et du coup, voilà, il y avait des titres comme ça, comme les fermiers en colère après un robot qui a la vache folle. Donc, ça semblait assez surréaliste. C'est marrant comme un petit bout de plastique, en fait, peut susciter des polémiques. Et finalement, c'était le but de soulever ces questions-là. Bon, ça, rapidement, c'était une installation c'était une exposition sur le bug, sur l'idée du bug. Donc, c'est vrai que quand on parle de machines artificielles, il y a une peur, en fait, de manque de maîtrise de ces machines, ou en tout cas de dysfonction, qui peut être l'idée du bug. Donc j'avais traité ça de façon un peu ironique. Donc il y avait 10 robots chiens qui évoluaient ensemble, donc il y avait un comportement normal, entre guillemets, de robots chiens. Donc ils s'évitaient, ils évitaient les autres congénères, ils aboyaient, ils se baladaient. Et en fait, de façon aléatoire, il y a des bugs qui survenaient dans leur programme. Alors du coup, ce n'était pas des bugs de programmation, sinon le robot se serait arrêté de fonctionner, mais c'était des bugs au niveau du comportement. Donc il y a un robot qui se mettait à avancer uniquement avec les pattes avant, les pattes arrière avaient bugué, un robot qui se mettait à faire des roulades, des choses comme ça. Voilà, donc là on voit les robots, puis parfois ils avaient Voilà, donc ça c'était les bugs que j'avais programmés. Alors ça, c'est une installation qui était un peu plus récente, mais qui était toujours la suite un petit peu de l'utilisation de ce robot Dolly. Donc là, les podiums, vous voyez, ont rétréci parce que les robots sont de plus en plus, ont des malformations de plus en plus importantes. Par contre, c'est toujours basé sur des malformations qu'on trouve principalement dans l'élevage intensif. Donc par exemple, ça c'est le symptôme du gros veau. C'est dans les élevages quand on utilise du clonage mais avec transfert nucléique, donc le transfert de l'information du noyau. On a beaucoup d'animaux qui naissent avec des organes surdimensionnés et qui meurent très rapidement après la naissance. Donc il y a toujours en fait des cadres qui donnent les clés de lecture pareil au lecteur. Et donc là on a des robots qui ont des difformités. Donc on en a un qui a des pattes à la place des oreilles, donc c'est en référence à cette manipulation sur le gène NTC qui intervient dans l'organisation des membres, sur la drosophile, la mouche du vinaigre, quand on fait ces expérimentations. Et du coup, les mouches développent des pattes à la place des antennes. Donc ça paraît assez impressionnant, mais c'est
mutations qui existent. Donc là, on a un robot avec des pattes fonctionnelles hein, à la place des oreilles. Et ensuite, les deux derniers, en fait, ont des malformations sur les membres avant. Et du coup, ils ont des plâtres ou des petites prothèses. Donc on a des robots vivants avec des petites prothèses artificielles basées sur les prothèses qu'on peut réaliser sur nos animaux de compagnie. Alors là, juste rapidement, je vous ai mis quelques vues d'expo parce que dans mon travail, donc il y a toujours des robots, mais il y a toujours des dessins qui accompagnent un petit peu, où je dessine avec des points, un petit peu comme les planches anatomiques du XVIIIe siècle. Donc même si j'utilise des robots, il y a toujours cette référence aux planches anatomiques anciennes qui cherchent à comprendre le fonctionnement des choses, notamment par l'anatomie. Donc là, par exemple, voilà, il y a l'anatomie interne du vrai chien liée avec l'anatomie externe artificielle du robot. Donc forcément, c'est très humoristique, hein, mais donc ça c'est l'anatomie du robot chien avec le système osseux, cardio-pulmonaire et digestif. Et donc ce sont des sérigraphies et qui possèdent une encre à gratter comme les jeux en fait. Et du coup, la carapace du robot, on peut gratter la carapace et on découvre l'anatomie du chien. Du coup, sur cette sérigraphie, il y a le côté vivant et artificiel qui se mêle. Et quand on commence à gratter, on ne sait pas quelle anatomie on va découvrir. Donc c'est un petit peu pour donner la possibilité à l'acquéreur de jouer au chirurgien de l'image et de gratter partiellement ou totalement la sérigraphie. Et ensuite, il y a une autre qui montre le robot vu au rayon X. Alors, comme on n'a pas la capacité de voir avec nos yeux le rayon X, on est obligé d'utiliser un smartphone ou une extension en fait, du corps pour scanner, donc c'est un QR code, pour scanner cette image. Donc là, c'est pareil, on peut gratter complètement la surface et derrière, il y a la surface du robot vu au rayon X. Donc soit vous pouvez le scanner en fait, ou alors sinon en fait c'est cette image là qui est derrière. Donc on accède à l'image qui est derrière grâce à cette extension. Donc ensuite j'en ai fait des trophées de chasse. Donc là je les ai cette fois coupés en deux. Alors quand on dit trophée de chasse, évidemment on pense tout de suite au cerf qui est l'animal le plus représentatif. Donc là je les modifie un petit peu plus encore, hein. Il y a le côté aussi modelage du robot qui intervient. Donc ça c'est un cerf de 3 ans, j'ai repris les mêmes bois que le cerf de 3 ans. Donc ensuite on a donc tous les cervidés, on a une antilope. C'est la deuxième version de l'antilope. On a un impala. Un élan ou un cerf, un phacochère. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Ah, puis après il y a tous les félins aussi, du coup, donc qui sont des espèces protégées, hein, mais pas chez les robots. Le lynx, le rhinocéros. Voilà, donc ils sont accrochés sur 2 lignes en fait, avec les plus fiers en haut et les plus agressifs en bas, de telle sorte qu'on ait une confrontation un petit peu plus directe avec les espèces plus... Donc on a vu qu'en fait je faisais des robots qui sont inspirés du vivant, mais notamment des maladies. Et donc petit à petit je me suis intéressée au fait que ce robot chien, donc ce chien, soit un robot. Donc je me suis demandé un petit peu quelle influence ça pouvait avoir dans notre vie et leur statut de robot. Et donc j'ai fait une installation qui s'appelle donc Do Robotic Cats Dream of Electric Fish, donc en référence à Philippe K. Dick, où dans sa nouvelle en fait, pas spécialement dans l'adaptation cinématographique Blade Runner, mais dans la nouvelle, ça devient un luxe en fait d'avoir un vrai animal de compagnie et les gens ont des animaux de substitution, notamment des brebis, des moutons, mais artificiels. Donc là on a un robot chat et un robot poisson, donc Nemo de Walt Disney, et on a ce robot chat qui regarde la version artificielle de Nemo.
Donc on peut se demander si c'est une projection future de nos animaux de compagnie qui devront se divertir avec des versions Disney Channel, version robotique. Mais c'est sur cette idée de savoir si les animaux peuvent aspirer à se divertir ou alors à s'amuser. Cette installation s'appelle Gaude Mihi, ce qui veut dire en latin « réjouis-moi, fais-moi plaisir ». Donc on a un petit robot à bascule. Voilà, donc juste quand on s'approche pour l'attraper ou pour jouer avec lui, en fait, on déclenche son propre amusement. Il se balance tout seul et il s'amuse tout seul. Alors, Gaude Mihi, pour la petite anecdote, ça vient donc du latin qui veut dire réjouis-moi, mais c'est de là que serait issu le mot Godemiché. Il y a un petit clin d'œil, mais. Alors, pour revenir un petit peu à notre thème et aux idées des androïdes, donc ensuite, après m'être intéressée à l'animal, je me suis intéressée donc à l'humain. Et donc j'ai fait une série de photos qui s'appelle Robot mon amour, où je me suis mis en scène en fait un peu à la façon des autoportraits assez classiques, dans la peau d'un cyborg ou d'un robot, mais suivant les clichés de la représentation du robot, dans la science-fiction, dans les laboratoires de recherche. Donc voilà, ironiquement, je me suis mis en scène dans la peau d'un Iron Man ou d'un... Donc en fait, ce sont des photos, des tirages et des montages photos. Et il y a cette juxtaposition assez effrayante en fait, donc de mon visage, qui est une photo, et de ce corps qui est en image de synthèse. Toujours sans émotion, donc je souris pas, comme un peu des portraits du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est le robot un peu crash test. Ça, c'est en référence un petit peu à Sorayama, cet illustrateur des années 80, qui a fait beaucoup de ce robot dans cet esprit-là. Donc je ne reprends pas directement le robot Iron Man ou un robot, par exemple, de Chris Cunningham, ou en tout cas, là, ça fait référence à des robots très japonisants, blancs. Mais voilà, ça fait référence à certaines esthétiques ou certains poncifs, en fait, de la représentation du robot. Donc le robot en colère. Alors celui-ci existe échelle 1. Donc là c'est pareil, ça peut faire référence à Iron Man, mais c'est pas Iron Man. Ça c'était un petit clin d'œil, parce que de mon temps où j'étais sportive. Puis là c'est le côté un petit peu plus sombre des robots SM ou autre inspiration. Donc Emmanuel Grimaud n'est pas là, mais il voulait nous parler de cette idée de la vallée de l'étrange, donc qui en fait on peut échanger plus facilement avec des robots quand ils semblent humains, mais par contre quand ils nous ressemblent vraiment, donc on a une espèce de progression comme ça d'empathie ou d'échange, plus le robot nous ressemble et devient humain. Par contre quand il est vraiment très proche de nous, il y a ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire qu'on retombe dans un truc qui est dérangeant, qui est étrange. Et en fait, c'est des robots qui sont hyper réalistes, mais ils ont quand même quelque chose de l'ordre de l'erreur. Donc on les perçoit plus, pas comme une machine qui nous ressemble, mais comme un humain avec des problèmes. Et du coup, c'est cette idée-là, donc Emmanuel aurait bien pu l'expliquer mieux que moi, mais il y a cette idée du robot qui devient dérangeant lorsqu'il est trop réel, mais parce qu'il est encore réaliste, mais avec des imperfections. Voilà, donc c'était l'idée toujours d'avoir... Donc j'ai appelé ça Robot mon amour pour se questionner sur l'idée des émotions des robots, mais qui passerait par autre chose que des émotions peut-être qui s'afficheraient sur le visage. Donc il y en a deux en fait qui sont interactives et qui appellent le spectateur à interagir avec les deux cyborgs. Donc en fait il faut caresser la surface de la photo, ce que normalement on n'est pas autorisé à faire dans des expositions. Donc sur cette question de savoir si les robots peuvent éprouver des émotions ou des désirs, donc j'ai réalisé une petite sculpture donc à mon effigie toujours, avec un robot qui semble être en position, en tout cas semble éprouver du désir.
Donc ça faisait un lien avec une pièce plus ancienne qui était un détournement des publicités Obad en fait, où j'avais détourné à chaque fois en photo exactement la même position, j'avais mimé les mêmes positions que Obad, sans retoucher les photos, pour avoir un côté plus réaliste en fait, et pour parler de la séduction autrement, avec une personne qui aurait un corps lambda et pas une beauté artificielle complètement parfaite. Du coup, les photos étaient pratiquement pas retouchées. L'idée, c'était de mimer à chaque fois ces photos-là. Et cette position, en fait, de cette personne qui était donc agenouillée mais attachée, est devenue aussi une petite position fétiche parce qu'il y avait cette idée de contrainte, mais en même temps d'acceptation. Donc, elle semblait soumise, mais en fait, pour moi, la femme avait le pouvoir, là. Donc, il y avait cette idée du double lecture qui m'intéressait. Et donc, après avoir fait ces leçons de séduction qui étaient devenues des leçons d'anatomie, à un moment donné, je voulais mettre en parallèle en fait l'idée de la séduction et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ces signaux chimiques. Pour moi, je trouve ça fabuleux, la machinerie humaine, et même que les sentiments amoureux obéissent à des signaux, des hormones ou des signaux chimiques. Pour certains, ça peut paraître peut-être surprenant, mais moi, je trouve ça très poétique et très beau, comme certaines machines. Du coup, j'ai repris cette idée-là de la femme, mais du coup, là, de la créature artificielle, où, contrairement à Obad, où il n'y avait pas de visage, où on pouvait se projeter, donc là, j'ai mis mon visage. Ça fait référence aussi à des petites figurines au Japon, où on peut aller dans des scans 3D, on se fait scanner et on récupère notre figurine à notre effigie, mais avec le corps de son super-héros. Donc c'est assez effrayant. Il y a toujours cette idée-là de juxtaposition de quelque chose, de la personnalité de quelqu'un avec un côté artificiel. Donc ça, c'est une sculpture en impression 3D. Et pour moi, c'est important de réaliser toutes les étapes dans mon travail. Donc même si je ne suis pas ingénieure, je programme mes robots chiens, je réalise les modelages, et là c'est pareil, quoi. Il y a tout un travail, même si c'est réalisé en impression 3D, ensuite de finition à la main et de travail de la main de l'artiste. J'ai réalisé également des images 3D, où donc là je tente de mettre mon visage. Et ensuite, il y a deux versions qui sont holographiques, en fait. Donc, elles existent en version iPad et en version... c'est un grand écran. Je vais terminer par ça. Enfin, holographique, c'est peut-être un abus de langage parce que c'est l'idée d'une réflexion de Paper Ghost, quoi. Donc on voit la pièce, on voit l'hologramme à travers cette surface-là. Voilà. Ça, c'est juste des recherches actuelles. Du coup, je ne sais pas trop vers où je me... J'essaie de continuer à remodéliser, reprendre ces histoires de séduction chez les machines, mais en version artificielle. Donc je me tente à faire le recto, mais ce qui m'intéressait, c'était qu'on ne voit pas justement le visage, donc je sais pas, voilà, avec quelques animations. Voilà les questions actuelles.